Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine et donc une nouvelle édition. Voici le sommaire. Il y a un an, plus de 500 mm d'eau tombée dans l'arrière-pays en seulement 24 heures. 70 communes des Alpes-Maritimes sont alors classées en état de catastrophe naturelle. Eh bien, un an après, les habitants se relèvent peu à peu et pensent leurs plaies physiques et psychologiques. Le prince Albert II était hier dans la commune de Breil-sur-Roya pour une commémoration plus qu'émouvante. La 14e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe se déroule ce lundi et mardi au Monténégro. Nous reviendrons dans cette édition sur les ambitions et les thématiques abordées lors de cette conférence à laquelle participe Monaco. Elle est double médaillée olympique, quintuple championne du monde, c'est tout simplement le plus beau palmarès du judo féminin français. Clarisse Agbenienou était à Monaco pour l'ouverture du Sportel. Elle y présentait notamment son livre « Combattre pour être soi ». Elle sera notre invitée dans ce journal. Quand un objet du quotidien sert à faire passer un message important, eh bien c'est ce que propose le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, en collaboration avec les boulangeries monégasques. L'objectif, lutter contre les violences intrafamiliales en distribuant des sacs à pain. Et pour finir, nous reviendrons sur le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'Auditorium Régnier III, dans le cadre de la commémoration Albert Ier, avec en soliste le jeune prodige suédois Daniel Lozakovich. Voilà pour les titres. Alors que l'on recevait aujourd'hui par mail ou sur nos téléphones des alertes météo, les écoles étaient d'ailleurs fermées en prévention ce lundi dans les Alpes-Maritimes, eh bien souvenez-vous, les 2 et 3 octobre dernier, les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya subissaient la force et la colère de la tempête Alex. Un an après, l'émotion est toujours vive. La commune de Breil-sur-Roya a commémoré hier ses morts et ses sinistrés en présence du prince souverain. Reportage de Yannick Debevert et Lionel Bernardi. C'était une matinée bien agitée dans le paisible village de Breil-sur-Roya. Maires, préfets, députés, présidents de région et le prince souverain sont venus rendre hommage aux victimes de la tempête Alex. C'était il y a tout juste un an. La principauté avait alors grandement aidé les habitants des vallées avec notamment un don de 4 millions d'euros à destination des sinistrés. Que ce soit la mairie de Monaco, les associations, les entreprises, la société civile monégasque tout simplement, qui ont été particulièrement mobilisés à notre côté, et à nos côtés, les sapeurs-pompiers de Monaco, la Croix-Rouge monégasque. On a eu vraiment une aide extraordinaire telle qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer, et c'était aujourd'hui la moindre des choses que de le convier, et un immense honneur qu'il soit parmi nous pour cette cérémonie d'hommage. La journée a débuté par la messe dominicale, évidemment, pas comme les autres. Et puis c'est un véritable cortège qui s'est dirigé vers la maison du souvenir. Un monument construit avec le bois arraché par les flots, sous lequel une boîte aux lettres a été installée. L'objectif de cette maison du souvenir, c'est à la fois de garder en mémoire ceux qui nous ont quittés, notamment les 3 victimes breilloises de cette catastrophe, mais aussi la possibilité laissée aux habitants dans cette boîte aux lettres de raconter leur histoire, d'extérioriser tout ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont quelquefois gardé pour eux. Et puis bien sûr, parce que la nuit elle est éclairée, c'est une lueur d'espoir pour nos vallées, pour leur avenir. Et puis, il y a eu l'inauguration de cette plaque commémorative, sur laquelle les noms des 3 habitants breillois décédés y figurent. Le niveau de l'eau au plus fort de la tempête est également gravé, un marqueur impressionnant situé à plus de 2 mètres de hauteur par rapport à la route. On a encore une trentaine de familles qui ne peuvent toujours pas réintégrer leur habitation. Des arbitrages doivent être rendus, certaines maisons vont être détruites, d'autres doivent être réhabilitées. Et puis nous avons toujours beaucoup de chantiers pour la reconstruction, des routes qui doivent encore être rétablies, des infrastructures publiques, notamment ici à Breil, toutes nos infrastructures sportives qui ont été dévastées. Et il va falloir réfléchir comment on les reconstruit, à quel endroit on les reconstruit, puisque le lit de la rivière est aujourd'hui 2 fois, 3 fois plus large qu'il ne l'était avant. Donc ça va être de gros enjeux pour l'avenir, mais j'ai bon espoir que notre commune et notre vallée se relèvent. Cette matinée, lourde mais importante, s'est clôturée par le dépôt d'une gerbe de fleurs dans le lit de la Roya, celle qui a tant fait cauchemarder les habitants de la vallée. Sans transition, la 14e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe se déroule aujourd'hui et demain au Monténégro. Une délégation monégasque est présente sur place, mais le président du Conseil national, Stéphane Valéry, n'a pu s'y rendre compte tenu de son agenda. Il a tout de même pris la parole en visioconférence. Alexandra Pagny revient sur les ambitions de ce rendez-vous et les thématiques abordées cette année. Elle a lieu une fois par an et a pour vocation de faire valoir les spécificités des petits États d'Europe, une voie unique afin de mieux défendre leurs intérêts communs. Cette conférence a été créée en 2006 à Monaco. Nous avons beaucoup de problématiques communes, d'intérêts communs
Nous sommes, nous tous, 8 petits États, tous ensemble importants, et on peut se faire entendre dans les instances internationales quand nous savons parler d'une même voix. La vice-présidente du Conseil national et le président de la commission environnement qualité de vie se sont rendus sur place pour assister à l'ensemble des discussions. L'actualité monégasque et le vote du budget rectificatif de l'État pour 2021 ont retenu Stéphane Valéry. Mais le président du Conseil national a tenu à s'exprimer en visioconférence, notamment sur la question de la modernisation qu'a entraîné la crise sanitaire actuelle au sein des petits États. Donc on a beaucoup échangé sur la façon dont les parlements ont accompagné leur gouvernement pour faire face à cette crise et la gérer le mieux possible. J'ai pu présenter l'exemple monégasque. Je crois que les experts disent aujourd'hui que le monde, les entreprises, les États ont gagné 7 ans, 7 années dans la rapidité du recours au télétravail, dans la rapidité du recours effectivement à ces moyens de communication numériques. Oui, c'est d'ailleurs le seul aspect positif de cette crise, c'est qu'elle nous a tous obligés à accélérer la transition numérique. En juin 2022, Monaco accueillera la 15e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. L'occasion de recevoir les parlementaires et les chambres de commerce des pays comme à l'accoutumée, mais également pour la première fois les offices de tourisme, une nouveauté qui a pour ambition de développer les relations économiques et touristiques entre ces pays. On passe au premier point sur l'information. On vous retrouve Christine Datomel avec une page sport et une victoire supplémentaire en foot pour Monaco, et ce pour le compte de la 9e journée de championnat. Effectivement, après une victoire poussive à Clermont, les Monégasques avaient à cœur de confirmer à domicile. Et c'est chose faite. L'AS Monaco s'est imposé face aux Girondins de Bordeaux, 3-0 dimanche après un début de match sous la pluie. En ouvrant le score, Aurélien Tchouaméni a brillé lors de cette rencontre face à son club formateur. 2 autres joueurs monégasques se sont aussi démarqués en réalisant les 2 autres buts. Il s'agit de Golovin et Ben Yedder. Prochain rendez-vous, le 16 octobre, les Rouges et Blancs affronteront les Lyonnais. Après le football, un mot de basket à présent, Christine. Les Monégasques se sont rendus à Paris à l'occasion des championnats de France. Les hommes de Coach Z affronteront Boulogne-Levallois ce mardi à 20h30. Pour rappel, Boulogne-Levallois avait perdu largement lors de sa dernière rencontre face à Le Mans, alors que la Roca Team s'était imposée face à Roanne ce samedi. Le monégasque Vincent Terrier a été sacré au Frenchman Triathlon, une compétition qu'il a dominée de bout en bout. Et oui, le triathlète de l'AS Monaco Triathlon a remporté l'épreuve phare de la compétition qui se déroulait sur la commune d'Ourlin ce samedi. Vincent Terrier s'est logiquement imposé ce samedi peu avant 17h sur XXL longue distance, coupant la ligne après 8h17 et 1 seconde d'effort. Parti à 8h à l'instar des 500 concurrents, il n'a jamais été inquiété tout au long des 3 épreuves. Il est sorti des 3 km 800 de nage en 2e position avant de prendre la tête lors des 180 km de vélo et de conserver son avance lors du marathon et les 42 km de course à pied. Merci Christina, on vous retrouve dans quelques instants, mais on reste dans le domaine sportif avec le Sportel qui a débuté hier et qui s'achèvera jeudi. Le grand rendez-vous au Grimaldi Forum qui réunit champions et médias. Et puisque l'on parle de champions, qui de mieux qu'une double médaillée olympique? Et oui, 2 médailles d'or au dernier JO en judo. Elle était auparavant 5 fois championne du monde. Clarisse Agbenienou, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder votre aventure aux Jeux Olympiques, j'aimerais que l'on revienne en arrière. Pourquoi cette passion pour ce sport-là, le judo? C'est vrai que c'est le sport qui m'a accueillie, où on s'est choisi, je dirais ça comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'énergie, je faisais beaucoup de sport. Et la directrice de mon école a demandé à mes parents de m'inscrire à un sport de combat parce que j'avais trop d'énergie et qu'ils n'arrivaient pas à me canaliser. J'avais vu un petit peu de judo à l'école, on en avait fait un peu. J'ai dit à mes parents, ah j'ai bien aimé, j'aimerais bien m'inscrire. Et voilà, je suis tombée amoureuse de ce sport. Et d'où vous vient cette soif de victoire, ce goût pour la gagne? Parce que, bon, on peut le dire, hein, vous êtes une battante. Je suis une grande prématurée avec mon frère jumeau. Et je me suis battue pour vivre. Et je pense qu'à chaque fois, je dis c'est mon talent, le fait d'avoir survécu, d'avoir ressuscité. Ça me permet au quotidien de me battre pour des choses qui en valent la peine et qui m'animent.
On passe au JO à présent, double médaillé d'or il y a quelques mois à peine. Comment vit-on la notoriété, même si on vous connaissait déjà avant, comment on vit la notoriété d'une double médaillée d'or? C'est facile? Alors je vous avoue que c'est sport. Après moi je pense que du moment que les interlocuteurs et les personnes qui viennent nous voir et nous demandent des autographes sont tout aussi souriants que nous, tout se passe très bien. Après, c'est vrai que c'est très fatigant parce que c'est une autre source de fatigue, c'est une autre demande, une autre attention dont on n'a pas l'habitude de faire et d'avoir. Mais c'est pour moi un moment de partage qui me fait du bien, qui me tient à cœur. C'est vrai que je suis parfois fatiguée, mais quand on arrive à trouver le temps, c'est quelque chose de très agréable. Et c'est une super revanche, hein. Vous tombez en finale individuelle face à celle qui vous a battu à Rio. Et surtout, c'est votre première médaille d'or au JO. C'est la seule chose qui manquait à votre palmarès. Ça a dû être un moment incroyable, je suppose. Alors oui, c'est vrai que c'est une belle revanche. Quand tout s'est passé si vite cette journée-là, vite et à la fois doucement. Et quand j'ai vu la japonaise perdre dans les tours d'élimination, je me suis dit, oh là là, tout va commencer à se chambouler. Est-ce que la Slovène va réussir à aller en finale? Parce qu'elle a eu des années compliquées. Puis on sait que le judo, parfois ça peut s'avérer difficile. Et là, quand j'ai vu qu'elle était en finale contre moi, je me suis posé des questions et je me suis dit, et j'ai eu un rictus et je me suis dit, mais c'était évident. Mais ça a été pour moi un moment incroyable, magique. Je pense que je ne peux même pas le toucher, le déterminer. Il faut le vivre pour y croire. J'ai été contente d'avoir fait ce combat contre elle dans ces phases finales pour les Jeux Olympiques. Sans parler de la médaille d'or en équipe mixte, avec un combat incroyable en ce qui vous concerne, hein. Je voudrais que l'on revienne d'ailleurs là-dessus, parce que vous combattez une judokate qui en poids est dans la catégorie au-dessus et qui est aussi championne olympique en individuel dans sa catégorie. Sur le papier, c'est pas gagné. Sur le papier, c'est pas gagné du tout. Et vous le gagnez. Surtout que c'est... Oui, c'est vrai que sur les par équipes aux Jeux Olympiques, ça a été un moment incroyable. On a vécu des choses très très fortes. Je vous avoue que ça n'a pas été facile de se remobiliser, de retourner au combat en sachant que ça a été un moment long, difficile individuellement. C'est une médaille que j'attendais depuis des années. Donc forcément, j'ai laissé beaucoup d'énergie. Et niveau sportivement, vraiment en tant qu'athlète, c'est une chose que j'ai fait qui a été incroyable, d'aller chercher ce point chez la championne olympique dans la catégorie au-dessus. Je pense que c'était vraiment mes Jeux Olympiques, c'était vraiment mes jours, quoi. Une question se pose maintenant. La suite, comment est-ce que l'on arrive, une fois que l'on a tout gagné, à se remettre en question et se remotiver? C'est vrai que j'aimerais quand même accumuler ce que j'ai vécu moi en tant que porte-drapeau, à être là pour les uns et les autres en tant que sportive. Et ça a été un moment vraiment de partage. J'ai adoré partager avec les sportives et avoir le temps plein pour nous et pour pouvoir emmener cette belle équipe de France au plus haut niveau. Donc j'aimerais quand même emmener cette énergie-là qu'on a vécue vraiment entre nous, entre sportifs, avec nos familles, avec notre public, avec nos sponsors. Je pense que ce sera vraiment un moment magique. Donc avant toute chose, avant de me dire sportivement, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, j'aimerais vivre ces Jeux vraiment un rassemblement total. Clarisse, j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On referme cette page sport. Le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes et les boulangeries monégasques s'associent pour lutter contre les violences intrafamiliales en distribuant des sacs à pain sur lesquels figurent les numéros d'aide et d'urgence disponibles en principauté. Reportage de Julia Vial. Ces nouveaux sacs à pain ressemblent à ça. Il y a un slogan, la violence n'a pas de place dans nos vies et les numéros d'urgence à appeler si vous avez besoin d'aide. L'opération de sensibilisation aux violences faites aux femmes a débuté ce matin dans 3 boulangeries monégasques. Votre baguette banette sera délivrée tous les jours dans ce sac à pain. D'accord. Voilà, en fait c'est juste pour un petit message pour la violence faite aux femmes et sensibiliser les gens. Ce sac à pain, objet utilisé dans la vie quotidienne, va permettre de toucher un très grand nombre de personnes. Il y a une logique aussi de prévention, puisque en achetant un sac à pain, on peut finalement avoir ce sac qui est dans les foyers et du coup ça peut susciter aussi des échanges dans les familles au sujet de la violence faite aux femmes. Les boulangeries Costa, L'Épidore et Mulot ont tout de suite accepté de participer à cette opération. Tout simplement pour apporter notre modeste contribution à cette cause, qui touche beaucoup plus de gens que ce qu'on peut s'imaginer.
Et si ça ne va pas révolutionner les choses, je pense que ça va aider les personnes qui en ont besoin. Ça nous a semblé logique, puis étant toute la journée entouré de vendeuses dans la boulangerie, pour nous, le droit des femmes, c'était quelque chose d'important. 150 000 sacs à pain seront distribués dans la principauté tout au long de cette opération de sensibilisation. Sachez que la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes aura lieu le 25 novembre. Là aussi, il y aura une distribution de sacs à pain dans les boulangeries qui participent à l'opération. Nous vous retrouvons, Christina. Bonnes affaires riment-elles avec bonnes actions? Et oui, Fabien, l'œuvre de Sœur Marie qui s'est tenue vendredi et samedi sous le chapiteau de Fontvieille a permis aux visiteurs de trouver bijoux, vêtements, chaussures, vins, confitures et sacs à main à des prix défiant toute concurrence, et ce, pour la bonne cause. Le thème cette année était la Tunisie et l'argent récolté est dédié au soutien des aînés les plus démunis de Monaco et des communes limitrophes. Initié il y a un peu plus de 3 ans par le président de la République française, Monaco vient de participer aux États généraux du livre en langue française dans le monde. Oui, co-organisé avec 6 États et gouvernements ainsi qu'avec l'Organisation internationale de la francophonie, cet événement a pour objectif de favoriser des recommandations, des initiatives et des programmes pérennes au profit de l'ensemble des acteurs du milieu. C'est donc pourquoi les 23 et 24 septembre dernier, la direction des affaires culturelles de la Principauté a participé aux États généraux du livre en langue française dans le monde, un événement qui s'est tenu en format hybride, en présentiel à Tunis, mais aussi en virtuel. 2 journées durant lesquelles se sont succédés de nombreux ateliers de travail, des tables rondes et des conférences concernant les problématiques liées à l'accès aux livres et à la lecture, au renforcement de la création ou encore à la diffusion et à la circulation des livres d'auteurs de langue française. Une nouvelle association vient de voir le jour en Principauté. Son nom, AMI. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien oui, Fabien, AMI signifie l'association monégasque ibéro-américaine. À l'initiative de 5 amis, cette nouvelle association entend propager en Principauté sa culture ibérique et latino-américaine, tout en soutenant des projets en faveur de l'éducation et de l'enfance défavorisée. Originaires d'Espagne, du Pérou, de Colombie et du Venezuela, les 5 fondatrices de l'association souhaitent également développer l'échange culturel entre Monaco et leur pays. Merci Christina. De la musique en fin de journal pour adoucir nos nerfs. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert prélude à la commémoration Albert Ier dimanche en fin d'après-midi à l'Auditorium Régnier 3. Concert dirigé par Kazuki Yamada avec en soliste Daniel Lozakovitch. Reportage de José Sacré, Serge Prémont et Clélia Renaud. Âgé de 20 ans, le violoniste virtuose Daniel Lozakovitch interprète le concerto pour violon numéro 3 de Camille Saint-Saëns. C'était le 3 octobre à l'Auditorium Régnier 3, un concert en prélude à la commémoration Albert Ier, un prince passionné de science et de culture qui a suscité de nombreuses créations, notamment musicales. Parce que par-delà la musique, Albert Ier et Saint-Saëns partageaient une même vocation et un même goût pour la science. Les sciences naturelles, la zoologie en particulier pour Saint-Saëns, on pense au Carnaval des animaux bien évidemment, qui est une œuvre parodique mais qui témoigne aussi de son goût pour la connaissance scientifique. Et donc Saint-Saëns était reçu à Monaco, au palais, donc les liens, voilà, les correspondances sont nombreuses, sont fortes. Il y a un même goût pour le voyage aussi. Alors avec peut-être des contrées un petit peu différentes, parce que Saint-Saëns était plutôt attiré par l'Algérie, par l'Égypte, par les pays chauds. On sait qu'Albert Ier aimait le nord, le froid, la Norvège et le Spitzberg en particulier, même s'il est allé aussi bien évidemment à Madère, aux Açores et vers des contrées plus au sud. Mais donc le lien était très fort, il y avait un lien amical, comme en témoigne une correspondance importante qu'on retrouve aux archives du palais. Et donc bien évidemment, sans faire de jeu de mots, mais ce lien, cette union fait sens, en particulier en ce dernier trimestre 2021, puisqu'on célèbre en décembre le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns. Et un peu en avance, prélude à la commémoration, très beau titre de l'orchestre. On va se préparer tout doucement vers l'année 2022. Grand moment de célébration, de fête, de centenaire du prince Albert Ier. Outre ce concerto de Saint-Saëns, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété une suite de Victor de Sabata et La mer de Claude Debussy, sous la direction de Kazuki Yamada. Prochaine date pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le dimanche 10 octobre dans la salle Garnier avec pour thème l'âge d'or du baroque.
Parlons du temps à présent. Y a-t-il une amélioration pour demain ? Avant l'aube du mardi, des orages et des averses seront encore au programme, Fabien. En matinée, le temps sera par contre couvert avec parfois quelques éclaircies qui subsisteront l'après-midi. La journée sera en partie ensoleillée. Du côté du thermomètre, il fera 15 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h30 et se couchera à 19h07. Mardi 5 octobre, nous fêterons les fleurs. La Sainte Fleur, une sainte née en Auvergne au XIVe siècle, connue notamment pour son humilité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, comme chaque jour, vos photos de fin de journal. Nous avions comme invité aujourd'hui la championne olympique Clarisse Agbenienou qui participe au Sportel. Retour donc sur ce rendez-vous qui réunit sportifs et médias depuis de nombreuses années. Ce sont des clichés pris par Michael Alési. Et ça me permet de vous dire que nous aurons un mardi en invité, entre autres Laurent Pions, qui reviendra sur l'organisation du Sportel et les temps forts de cette édition 2021. On se retrouve demain, même heure, et ce sera un grand plaisir en ce qui me concerne. Merci de votre fidélité. À très bientôt.